À 4 heures du matin, un convoi de 57 camions traverse une route déserte près de la frontière togolaise, cachant sous des sacs de farine et des caisses de lait des armes, des roquettes et des missiles marqués de code récent. Une opération d'une ampleur inattendue se profile, dévoilant la menace qui se cache derrière cette logistique apparemment banale. Ibrahim Traoré suit cette évolution de près, conscient que l'État est en train de faire face à une attaque invisible, dissimulée dans une routine ordinaire. Que cache ce convoi et que signifie réellement pour la sécurité du Burkina Faso cette maîtrise parfaite des flux invisibles? Le scénario qui se joue sur les routes du Burkina Faso est bien plus qu'un simple trafic de contrebande. Ce n'est pas seulement la saisie d'armes sous des couvertures logistiques banales, mais une attaque déguisée, méthodiquement orchestrée. À travers chaque camion intercepté, une question fondamentale se pose. Comment un réseau transnational parvient-il à manipuler les flux sans que l'État ne détecte la menace à temps? Ibrahim Traoré, observant en temps réel, sait que cette opération pourrait remettre en question la capacité de l'État à répondre face à des menaces invisibles mais parfaitement synchronisées. L'enjeu n'est pas uniquement une cargaison saisie, mais une question de souveraineté et de résilience. Comment un pays peut-il protéger ses frontières et ses intérêts lorsque l'ennemi ne porte aucune arme à la vue de tous? La réponse à cette interrogation déterminera non seulement la sécurité du Burkina Faso, mais aussi l'avenir de la stabilité dans toute la région du Sahel. Les premiers camions sont interceptés sur une route isolée. L'apparence d'une simple saisie de contrebande se transforme rapidement en quelque chose de beaucoup plus complexe. Sous les sacs de farine et les caisses de lait, des armes sophistiquées, marquées de codes récents, et des roquettes cachées aux yeux de tous. Mais la véritable révélation ne réside pas dans les objets saisis, mais dans la manière dont cette opération s'est organisée. Ce qui semblait être un trafic opportuniste devient une séquence calculée, impliquant des itinéraires fragmentés et des instructions précises. Chaque camion est un maillon d'un réseau plus vaste, dont la coordination semble orchestrée à la perfection. Ibrahim Traoré, observant l'évolution de la situation en temps réel, comprend rapidement que ce n'est pas un simple cas de contrebande. En moins de 2 heures, les enquêteurs découvrent que les 57 camions n'ont pas quitté le même point de départ. Leur convergence sur un seul itinéraire, avec des instructions fragmentées et soigneusement orchestrées, témoigne d'une stratégie militaire bien pensée. Chaque chauffeur, recevant une petite portion d'information, ignorait l'ampleur totale de l'opération, ce qui empêchait toute fuite ou déviation du plan global. La précision de chaque étape montre que ce n'est pas une simple erreur humaine ou une série d'incidents isolés. Les enquêteurs, piégés dans cette toile complexe, réalisent ensuite que ce réseau est bien plus que du simple trafic de marchandises. C'est un test de résilience pour l'État. En observant comment les camions se déplacent et se regroupent avec une synchronisation parfaite, ils commencent à comprendre que l'ennemi est bien plus organisé qu'un simple groupe criminel. Ce qui se cache derrière cette stratégie est une menace géopolitique, un test des capacités de l'État à détecter et à réagir face à un danger invisible. Ibrahim Traoré sait que cette prise de conscience pourrait être le catalyseur pour une action plus large, redéfinissant la sécurité nationale et l'efficacité des forces de l'ordre face à de telles menaces invisibles. Au cœur de cette opération, un personnage clé émerge, le capitaine Moussa Kaboré, chef des gardes-frontières de la région des Canaries. Expérimenté dans l'observation de chaque anomalie sur les routes isolées, il repère rapidement que ce convoi n'est pas un simple acte de contrebande. En observant le comportement des camions, leur régularité et leur précision, Kaboré comprend qu'il y a quelque chose de bien plus vaste derrière cette série d'événements. Chaque camion semble suivre un timing parfait et les chauffeurs ne se connaissent donc pas, n'ont pas partagé le même point de départ. Cela ne correspond pas à la logique d'un trafic ordinaire, mais plutôt à une opération élaborée, visant à déjouer les radars. Lorsque Kaboré intercepte le premier camion, il n'hésite pas. Il alerte immédiatement ses hommes et met en place une équipe discrète pour intercepter les autres camions avant qu'ils ne passent no plus loin. Il sait que cette opération est trop structurée pour être laissée à la dérive. Son instinct lui dit que cette menace est externe et bien plus calculée que ce qu'il aurait imaginé.
Ce n'est pas un simple contrebande, mais une intrusion stratégique, testant les limites de la vigilance de l'État. Chaque interception devient une petite victoire, mais en même temps un indicateur que l'ennemi pourrait avoir bien plus de ressources et de détermination qu'il n'y paraît. La situation évolue rapidement. À chaque camion intercepté, la vérité devient de plus en plus évidente. Cette opération n'est pas un accident, mais une intrusion planifiée et méthodique dans les coulisses de la logistique quotidienne. La maîtrise du terrain et du temps démontre que ce réseau est bien plus qu'un simple acte criminel isolé. L'impact de l'interception des premiers camions se fait sentir immédiatement. Ce qui semblait être un simple contrôle de routine sur les routes désertes du Burkina Faso se transforme en une découverte qui va bien au-delà des attentes initiales. Le premier camion arrêté contient des armes cachées sous des sacs de farine et des caisses de lait. À première vue, il n'y a rien d'inhabituel, mais la révélation qui suit change tout. À l'intérieur, des roquettes, des fusils et des missiles marqués de codes récents, ainsi que des instructions codées, montrent une organisation beaucoup plus élaborée qu'un simple trafic. Ce détail bouleverse l'enquête, car la qualité et l'organisation de la cargaison suggèrent une opération minutieusement planifiée. Au fur et à mesure que les camions suivants sont interceptés, le même schéma se répète. Chaque véhicule est chargé de façon identique, des armes soigneusement emballées et marquées de codes. Les chauffeurs, bien qu'ignorant l'ampleur totale de l'opération, suivent des instructions fragmentées, évitant les points de contrôle connus et se dirigeant tous vers un même but. Les enquêteurs découvrent alors que ces camions n'ont pas tous commencé leur voyage au même endroit. Leur convergence sur un seul itinéraire est bien trop parfaite pour être un simple hasard. En moins de 2 heures, l'enquête prend une tournure inattendue. Il devient évident que cette opération est bien plus qu'un simple contrebande, mais un test calculé de la capacité de l'État à détecter et à répondre à une menace invisible. La découverte des codes récents sur les armes soulève de nouvelles questions. Les enquêteurs s'interrogent. Qui a conçu cette opération ? Qui est derrière ce réseau ? Ce n'est plus seulement un problème de sécurité nationale, mais une question géopolitique. L'opération semble dépasser les frontières du simple trafic de marchandises. Il s'agit d'un test pour évaluer la vulnérabilité du pays à des menaces invisibles. L'État burkinabé est confronté à un réseau transnational avec la capacité d'exploiter les failles géopolitiques de la région du Sahel. La synchronisation parfaite des itinéraires et des horaires suggère que ce n'est pas un simple acte opportuniste, mais une ingérence stratégique. Ibrahim Traoré, informé en temps réel de l'évolution de la situation, commence à saisir la gravité de l'affaire. Cette attaque, bien que n'impliquant pas de violence immédiate, est un test de résilience pour l'État. Ce que l'enquête montre au fil des heures, c'est qu'il ne s'agit pas d'une série de crimes isolés, mais d'une tentative concertée d'affaiblir l'État sans avoir à tirer un seul coup de feu. Le convoi devient ainsi un révélateur, non seulement des failles dans la sécurité, mais aussi des capacités de réponse de l'État face à une menace invisible et bien orchestrée. Les heures passent et chaque camion intercepté renforce l'hypothèse d'une opération calculée et méthodique. L'intensification des saisies révèle la profondeur du réseau et l'ampleur de l'opération. Mais chaque arrestation devient aussi un signal de la prise de conscience croissante des autorités burkinabées. Le gouvernement se rend compte que l'attaque qu'il subit n'est pas simplement un incident isolé, mais une phase visible d'un plan beaucoup plus vaste. L'analyse de chaque camion et chaque détail commence à montrer les connexions entre les différents éléments, les itinéraires, les codes, les chauffeurs et les horaires. Alors que le gouvernement prend de plus en plus conscience de l'ampleur de l'ingérence, Ibrahim Traoré et ses équipes mettent en place un plan de réponse. Il est clair que cette crise ne se résume pas à une simple saisie d'armes. Il s'agit d'une tentative de déstabilisation qui pourrait avoir des répercussions bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Le pays doit répondre non seulement pour sécuriser ses frontières, mais aussi pour envoyer un message clair. L'État burkinabé est prêt à défendre sa souveraineté contre toutes les formes d'ingérence. À mesure que les enquêteurs examinent les camions saisis, les premiers indices quantitatifs commencent à émerger. Le volume de la cargaison est tout d'abord frappant. 57 camions chargés d'armes et de matériel militaire.
Cette quantité massive de matériel qu'aucun trafic traditionnel ne pourrait justifier commence à dessiner les contours d'une opération bien plus grande. Le poids de la cargaison est évalué à des centaines de tonnes et sa valeur totale est estimée à 700 millions de dollars, un montant qui dépasse de loin la simple contrebande de marchandises ordinaires. Cette somme n'est pas le résultat d'un trafic de faible envergure, mais d'une opération soigneusement planifiée avec un objectif bien précis: déstabiliser un État et tester sa capacité à réagir face à une menace invisible. Le détail des saisies révèle également la sophistication des méthodes utilisées. Chaque arme saisie est marquée de numéros de série récents, permettant de tracer son origine. Certains experts en armement estiment qu'il s'agit de modèles dernier cri, indiquant une source extérieure bien plus puissante que les groupes locaux. Ces armes ne sont pas destinées à une simple rébellion ou à un groupe criminel local, mais à un réseau qui opère sur une échelle bien plus vaste, impliquant des acteurs internationaux. Chaque roquette, chaque fusil, chaque missile devient un indicateur d'un investissement stratégique dans une opération de longue haleine. Les enquêteurs commencent aussi à relier les différentes parties du réseau à travers des documents et des informations découvertes sur les chauffeurs. Les horaires mentionnés dans leurs instructions se révèlent être cruciaux. Le créneau spécifique entre 3h45 et 4h20, au cours duquel la route devait être libre de toute interception, ne semble pas être un simple hasard. Ce détail montre qu'une connaissance précise des points de contrôle et des horaires de surveillance a été utilisée pour garantir que les camions passeraient sans encombre. Cela suggère que l'organisation derrière cette opération possède non seulement les ressources nécessaires pour manipuler les itinéraires, mais aussi une connaissance approfondie des méthodes de surveillance et des lacunes dans la sécurité. De plus, les enquêteurs découvrent des traces de communication cryptées entre les acteurs du réseau, des messages codés qui révèlent l'ampleur transnationale de l'opération. Les informations collectées montrent une convergence entre les camions provenant de différents points, tous arrivant au même endroit à des moments précis. Ce timing impeccable, ainsi que les détails logistiques, vont au-delà des compétences d'un groupe criminel classique. Ces éléments, combinés avec la valeur des cargaisons et la précision des itinéraires, renforcent l'idée d'un réseau soutenu par des puissances extérieures avec des ressources géopolitiques. Le Burkina Faso ne fait pas seulement face à une opération criminelle, mais à une attaque calculée, déguisée sous les apparences de la routine logistique. Les preuves sont indiscutables. L'opération a été méticuleusement orchestrée, avec des moyens et des objectifs bien au-delà de ce que l'on pourrait attendre d'un trafic ordinaire. Les enquêteurs rassemblent les preuves quantifiables: le nombre de camions, la valeur des armes, les documents et les messages interceptés, et réalisent que cette opération n'est pas un incident isolé, mais un test stratégique. Ce test mesure non seulement la réactivité de l'État burkinabé face à une menace visible, mais aussi sa capacité à anticiper et à neutraliser des attaques invisibles fondées sur la maîtrise des flux logistiques et temporels. Alors que les enquêteurs continuent de rassembler des preuves, deux théories opposées émergent au sein des cercles d'analyse, chacune tentant de donner un sens à ce qui semble être une opération complexe et calculée. La première thèse, défendue par certains analystes internationaux, considère l'affaire comme un trafic d'armes classique, amplifié par des motivations politiques internes. Selon cette lecture, la saisie massive de camions ne serait rien d'autre qu'une variation d'un phénomène criminel récurrent dans la région du Sahel, où les frontières poreuses facilitent le passage d'armes à des groupes rebelles ou terroristes. L'argument en faveur de cette interprétation est simple. Le Sahel est une zone de transit bien connue pour de tels réseaux. En amplifiant l'événement, le gouvernement burkinabé pourrait renforcer sa position en réaffirmant sa capacité à maintenir l'ordre et en justifiant un durcissement des mesures sécuritaires. L'opération serait donc davantage une manœuvre politique qu'un complot géopolitique. Cependant, une deuxième thèse, plus technique et moins optimiste, reconnaît l'ampleur de la saisie, mais l'interprète comme un exemple de la sophistication des réseaux criminels transnationaux opérant dans le Sahel. Selon cette vision, les acteurs derrière l'opération seraient des groupes organisés, attirés par la demande régionale en armes, profitant des failles frontalières pour faire transiter une cargaison exceptionnelle.
Le caractère précis des itinéraires et des horaires serait alors perçu comme un aspect opérationnel de ces réseaux criminels. Dans ce cadre, la synchronisation parfaite des trajets, les horaires planifiés et les instructions fragmentées données aux chauffeurs seraient des méthodes éprouvées dans le monde du grand banditisme. Ces éléments ne constitueraient donc pas un complot géopolitique, mais simplement la manifestation d'une criminalité transnationale de plus en plus sophistiquée. Toutefois, ces deux théories se heurtent à plusieurs éléments concrets du dossier. D'abord, le volume de la cargaison, 57 camions, semble excessif pour un simple trafic criminel. Un réseau criminel organisé cherche généralement à éviter de se faire remarquer en adoptant des méthodes plus discrètes, non pas en envoyant une cargaison d'une telle envergure. Ensuite, la précision des horaires. Un créneau spécifique entre 3h45 et 4h20 va au-delà des capacités logistiques d'un groupe criminel typique. Cette connaissance fine des moments de vulnérabilité de l'État, couplée à une telle organisation, suggère l'intervention d'une force extérieure bien plus puissante que des groupes de trafic habituels. Ibrahim Traoré, en analysant les preuves disponibles, tranche cette controverse en affirmant que cette opération va au-delà du simple trafic d'armes. Pour lui, il s'agit d'un test systématique des capacités de l'État, d'un coup porté pour évaluer la réaction du Burkina Faso face à des menaces invisibles et insidieuses. Ce n'est pas une simple question de déstabilisation locale, mais un test de résilience géopolitique. Le réseau qui orchestre cette opération ne cherche pas seulement à s'enrichir ou à soutenir une cause locale, mais à tester un État entier, à mesurer sa capacité à anticiper et à réagir face à une attaque invisible, soigneusement planifiée. À mi-chemin de l'enquête, un détail frappe l'esprit des enquêteurs. L'ampleur de l'opération et la précision des itinéraires ne peuvent plus être ignorés. Ce qui semblait au départ être une série d'incidents isolés prend une tournure inattendue. Le timing parfait des camions, leur convergence sur une même route à des moments spécifiques et les instructions fragmentées données aux chauffeurs révèlent la sophistication du plan. Une question émerge alors. Comment un réseau aussi vaste et organisé parvient-il à infiltrer les routes sans que l'État ne puisse détecter la menace à temps? C'est là que le basculement se produit. Ce qui semblait être une simple saisie de contrebande devient une révélation systématique d'une faille dans la sécurité de l'État. Les enquêteurs comprennent que cette opération n'est pas un accident, mais bien un test de la capacité du pays à repérer une menace invisible, dissimulée dans une routine logistique ordinaire. Ibrahim Traoré, observant les événements se dérouler en temps réel, voit la situation sous un nouvel angle. L'État burkinabé n'est pas seulement face à un trafic d'armes, mais à une tentative de déstabilisation stratégique. L'enjeu dépasse largement la saisie des camions. Il s'agit de comprendre comment une attaque peut progresser sans violence apparente par la seule maîtrise des flux logistiques. Les révélations des jours suivants viennent confirmer les pires craintes des enquêteurs. Cette opération n'est pas un simple acte criminel, mais un test de résilience géopolitique. À mesure que le nombre de camions interceptés augmente, les enquêteurs découvrent que les routes utilisées par les chauffeurs sont non seulement prévisibles, mais aussi soigneusement choisies pour éviter les points de contrôle et maximiser les chances de passage. Ce détail semble confirmer que la menace ne réside pas seulement dans le matériel saisi, mais dans la manière dont ce réseau a été capable de manipuler les flux et les horaires avec une telle précision. Chaque camion arrêté ajoute une nouvelle couche d'informations à l'enquête. L'implication d'acteurs extérieurs, possédant une connaissance approfondie des vulnérabilités de l'État burkinabé, devient de plus en plus évidente. Le pays se trouve à un tournant décisif. Cette attaque ne se limite pas à un trafic d'armes, mais remet en question la capacité de l'État à détecter et à répondre à des menaces qui ne sont ni visibles ni violentes. La stratégie derrière cette opération ne cherche pas à faire de victimes immédiates, mais à tester la rapidité et la précision des réponses de l'État tout en exploitant les failles géopolitiques de la région du Sahel. L'impact de ces découvertes dépasse les frontières du Burkina Faso. L'analyse des itinéraires et des points de convergence des camions révèle un système bien plus vaste dont les ramifications s'étendent au-delà des frontières nationales. Ce que l'État burkinabé apprend dans ces heures cruciales
pourrait déterminer sa capacité à faire face à des menaces futures, non seulement sur son territoire, mais aussi dans toute la région du Sahel. Pour Ibrahim Traoré, la situation est claire. Cette opération doit être considérée comme une alerte, un test stratégique qui a pour but de mesurer les faiblesses de l'État. Ce n'est pas seulement une question de réagir à des attaques visibles, mais de repérer les menaces avant qu'elles ne se manifestent de manière concrète. Le Burkina Faso doit maintenant s'engager dans une transformation de ses capacités de surveillance, de réponse et de détection, en tirant les leçons de cette crise pour mieux anticiper les menaces futures. Mais les répercussions ne se limitent pas à la sécurité nationale. Ce qui se joue sur les routes du Burkina Faso a des implications régionales. Les pays voisins, tels que le Mali et le Niger, commencent à prendre conscience des vulnérabilités communes dans le Sahel. La coopération entre ces nations devient une nécessité face à des menaces qui ne connaissent pas de frontières. Le Burkina Faso, en exposant ses failles, ouvre la voie à une nouvelle dynamique de coopération régionale, où les pays du Sahel devront travailler ensemble pour sécuriser leur territoire contre des menaces invisibles et sophistiquées. Les actions entreprises par Ibrahim Traoré et son gouvernement durant cette crise définiront non seulement la réponse immédiate du Burkina Faso, mais aussi son rôle futur dans la sécurisation du Sahel. Cette expérience met en évidence l'importance de la vigilance collective, non seulement au sein des institutions de l'État, mais aussi parmi la population qui doit être impliquée dans la défense de la souveraineté nationale. Alors que la crise des camions prend fin, plusieurs scénarios se dessinent pour l'avenir immédiat du Burkina Faso. Chacun de ces scénarios repose sur les leçons tirées de cet incident et sur la manière dont l'État va répondre aux menaces invisibles et géopolitiques qui le touchent. Dans un scénario optimiste, le Burkina Faso réussit à tirer pleinement parti de la crise pour renforcer sa sécurité nationale et sa position dans le Sahel. Le pays met en place des mesures de surveillance avancées, y compris des drones de surveillance, des caméras de haute définition et des systèmes de reconnaissance faciale aux frontières. Une coopération régionale accrue se développe, notamment avec le Mali et le Niger, afin de créer un réseau de renseignement transnational intégré. Cette coopération permet une réponse plus rapide et plus efficace face aux menaces communes. Le Burkina Faso, en se rapprochant de puissances émergentes telles que la Chine, la Russie et la Turquie, renforce ses capacités de défense et diversifie ses partenariats économiques. Cette dynamique permet au pays de moderniser son secteur de la défense et d'obtenir une meilleure position géopolitique dans la région. La solidarité nationale s'accroît et la vigilance citoyenne devient un pilier de la sécurité. Dans un scénario intermédiaire, le Burkina Faso parvient à stabiliser la situation sans entrer dans une régression majeure, mais il reste vulnérable à des influences extérieures et à des tensions internes. Si le pays évite une crise immédiate, la gestion des réformes de sécurité pourrait provoquer des déséquilibres politiques internes. Le gouvernement confronté à une opposition croissante pourrait se retrouver à gérer des tensions liées à la militarisation des institutions et à la gestion des ressources. Les relations diplomatiques avec les puissances occidentales risquent de se détériorer, car le rapprochement avec les pays non occidentaux pourrait entraîner des sanctions économiques ou un isolement diplomatique. Le Burkina Faso, tout en restant stable, devra jongler avec des forces internes qui questionnent la direction prise par le gouvernement. Dans un scénario pessimiste, la perspective la plus sombre envisage une situation où des forces extérieures ou des acteurs internes alliés à ces puissances exploitent les vulnérabilités du Burkina Faso pour créer une nouvelle crise. Une contre-offensive discrète pourrait déstabiliser les réformes de sécurité et exacerber les tensions sociales et économiques internes. Les médias et les campagnes de désinformation alimenteraient ces tensions, créant un climat de méfiance et d'instabilité. Cependant, dans cette situation, le Burkina Faso pourrait paradoxalement renforcer sa résilience nationale en consolidant l'unité nationale et en réaffirmant sa souveraineté face aux menaces extérieures. Ce scénario, bien que difficile, pourrait également offrir une opportunité de redéfinir la gouvernance et la cohésion sociale du pays à long terme. Dans tous les scénarios, l'enjeu majeur reste la capacité du Burkina Faso à naviguer avec prudence tout en prenant des décisions stratégiques sur le long terme.
Le pays doit renforcer ses capacités de défense, mais aussi sa diplomatie et son rôle au sein de la communauté internationale. Les mois à venir seront décisifs pour son avenir géopolitique et sécuritaire dans un Sahel en constante évolution. L'impact de cette crise dépasse largement les frontières du Bosnie, du Burkina Faso. La situation actuelle ne concerne pas seulement l'État, mais également chaque citoyen et chaque communauté. Le pays est à un carrefour, où la réponse à cette crise ne repose pas uniquement sur les institutions, mais aussi sur l'engagement de chaque Burkinabé. La souveraineté nationale ne se limite pas à une question de politique ou de sécurité, elle est aussi une responsabilité partagée entre l'État et sa population. Le rôle des citoyens, leur vigilance et leur engagement au quotidien dans la préservation de la sécurité nationale deviennent essentiels. Le gouvernement d'Ibrahim Traoré a montré sa capacité à réagir rapidement et efficacement, mais il est important que cette crise serve de point de départ à une prise de conscience collective sur l'importance de la sécurité pour l'avenir du pays. Chaque citoyen, qu'il vive en ville ou à la campagne, doit comprendre que la défense de la souveraineté nationale est une tâche commune. Le Burkina Faso doit désormais mettre en place des programmes d'éducation civique visant à sensibiliser la population à son rôle dans la sécurisation du pays. L'implication des jeunes dans des initiatives de sécurité communautaire et dans la vigilance quotidienne sera cruciale pour l'avenir de la nation. Au-delà de la sécurité, la crise offre également une opportunité de renforcer l'unité nationale. La solidarité entre les différentes régions du pays, ainsi qu'une meilleure coopération entre l'État et les citoyens, peuvent devenir les piliers d'un Burkina Faso plus fort, plus résilient. Ce n'est pas seulement une question de réagir à une menace extérieure, mais de construire une nation où chaque individu se sent responsable de la sécurité collective. L'avenir du Burkina Faso dépendra donc de la façon dont la population et l'État travailleront ensemble pour défendre la souveraineté nationale face aux défis futurs. Une solidarité nationale renforcée, accompagnée d'une vigilance de tous, sera la clé pour garantir un avenir stable et sécurisé dans le Sahel. Pour renforcer sa résilience et sa sécurité face aux menaces croissantes, le Burkina Faso doit adopter une série de mesures concrètes à court et à moyen terme. Ces actions, stratégiques et coordonnées, permettront de non seulement prévenir de futures crises, mais aussi d'assurer une défense proactive de la souveraineté nationale. La première étape consiste à moderniser et à renforcer les infrastructures de surveillance le long des frontières. Le pays doit investir dans des technologies avancées telles que des drones de surveillance, des radars et des caméras de haute définition. Ces outils permettront une surveillance continue des flux de personnes et de biens, augmentant ainsi les chances de détection des menaces avant qu'elles n'atteignent les zones sensibles. En parallèle, une formation continue des forces de sécurité aux nouvelles technologies est essentielle pour garantir une réaction rapide et efficace face à toute anomalie. Le Burkina Faso doit aussi renforcer ses liens avec ses voisins, en particulier le Mali et le Niger. Une coopération sécuritaire renforcée dans la région du Sahel est indispensable pour lutter contre les réseaux criminels transnationaux. La création d'un cadre de coopération plus solide, incluant des échanges d'informations, de ressources et de meilleures pratiques, permettra de répondre rapidement aux menaces communes. Un réseau de renseignement régional intégré sera crucial pour anticiper les attaques et réduire les risques d'ingérence extérieure. Une réforme judiciaire approfondie est nécessaire pour garantir la transparence, l'intégrité et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques. Un contrôle rigoureux des fonds alloués à la sécurité et des contrats d'État est impératif pour prévenir la corruption. Ces réformes renforceront la confiance du public dans les institutions et permettront de mieux gérer les crises futures en toute transparence. Enfin, le Burkina Faso doit mettre en place un programme de sensibilisation à grande échelle pour informer ses citoyens, en particulier les jeunes, sur leur rôle dans la protection de la souveraineté nationale. Des campagnes de sensibilisation à la vigilance citoyenne, à la détection des fake news et à la participation active aux initiatives de sécurité communautaire seront essentielles pour impliquer tous les Burkinabés dans la défense de leur pays. Alors que le bruit de la cloche forgée à partir des restes des armes saisies retentit dans les rues du Burkina Faso,
un symbole puissant émerge. Ce n'est pas simplement un objet, mais un rappel de la force de la nation, de l'unité du peuple burkinabé et de la vigilance nécessaire pour défendre sa souveraineté. Ce geste, symbolique mais lourd de sens, incarne la résilience et la détermination d'un pays face à l'adversité. Chaque son de la cloche résonne comme un appel à l'unité, à la vigilance et à la responsabilité collective. Ibrahim Traoré, entouré de la foule, souligne que la véritable victoire ne réside pas dans la saisie des armes, mais dans la capacité de son peuple à se relever et à protéger son avenir. Ce moment de crise, où le pays a été testé, est devenu une opportunité de renforcer les liens entre l'État et sa population. Ce qui semblait être une menace existentielle est maintenant une occasion de redéfinir ce que cela signifie être souverain, être libre et être responsable. Le Burkina Faso ne se résume pas à une simple nation soumise aux forces extérieures, mais à une nation prête à défendre son futur, ensemble. La cloche sonne, et avec elle, un nouveau chapitre de résilience et de solidarité se trace. Le Burkina Faso a traversé une crise profonde, mais cette épreuve a permis au pays de se redécouvrir. La souveraineté nationale n'est pas seulement une question d'institutions ou de forces armées, mais aussi une responsabilité partagée par chaque citoyen. Chaque Burkinabé, qu'il soit dans les villes ou dans les villages, a un rôle à jouer dans la protection de son pays. L'engagement citoyen, la vigilance quotidienne et la solidarité nationale sont essentiels pour garantir la sécurité et l'avenir de la nation. Le moment est venu de réaffirmer notre unité, de renforcer nos liens et de travailler ensemble pour un Burkina Faso plus fort et plus résilient. Cela ne dépend pas seulement des autorités, mais de chaque individu qui choisit de défendre les valeurs de son pays. L'unité, la transparence et la solidarité ne sont pas des idéaux abstraits, mais des actions concrètes que nous pouvons tous mener au quotidien. À vous, citoyens du Burkina Faso, comment allez-vous participer à cette aventure collective ? Quelles actions allez-vous prendre pour garantir que ce moment devienne une leçon de résilience et de vigilance vécue au quotidien par tous ? Le chemin vers un avenir plus sûr commence aujourd'hui avec vous.